Le milieu des affaires a toujours fait preuve de résilience. Il a la capacité de s'adapter, d'innover et de se réinventer. C'est un terreau fertile, riche en possibilités, un écosystème visionnaire, habité par d'audacieuses ambitions en quête des plus hauts sommets. Il crée des ponts, bâtit des relations. Le milieu des affaires reconnaît l'importance du savoir et de l'inventivité. Il se préoccupe de la société et de nos enjeux collectifs. Le milieu des affaires, c'est un organe vital de notre tissu social et économique. Le milieu des affaires, c'est nous tous. Ensemble, posons un regard éclairé sur la situation. Prenons la pleine mesure du défi qui se présente à nous. Partageons notre savoir-faire. Alimentons la réflexion. Saisissons l'occasion et repérons les actions qui nous permettront de créer de la richesse en visant une économie forte, innovante, verte et inclusive. Ensemble, soutenons les secteurs stratégiques de la métropole. Engageons-nous pour l'économie du Grand Montréal. Salut tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un événement qui se tient aujourd'hui toujours dans le cadre de l'initiative du mouvement Relançons Montréal. Pour les habitués, vous le savez, tout l'automne dernier, on s'est réunis à plusieurs reprises. On abordait à ce moment-là les enjeux propres à chacun de nos grands secteurs d'activité économique. On essayait de faire ressortir les défis, les opportunités aussi. Et à travers tout ça est ressorti plusieurs constats. D'abord, on s'entend, c'est clair pour tout le monde, la relance, on va la réussir si tout le monde en fait partie. Notre objectif, c'est que tout le monde en bénéficie, c'est que tout le monde soit investi dans cette relance. Et ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que l'humain doit être au cœur de ce qu'on va tenter de faire. Cette relance-là, elle doit se faire avec une grande conscience du facteur humain. La pandémie a amené des inquiétudes. Le retour au travail amène des inquiétudes. Éventuellement, comment ça va se passer dans la prochaine année, année et demie, là, il va falloir tenir compte du facteur humain dans tout ça. On a vu à travers tout ce qu'on a fait à quel point le talent, la main-d'œuvre, les gens, les travailleurs, c'est la clé. Ce qui est ressorti très clairement, c'est qu'on aurait besoin de tout le monde et qu'il allait manquer des gens. On a abordé beaucoup de solutions et ressorti fortement durant nos travaux la nécessité d'automatiser, faire appel à des investissements dans des équipements, augmenter la productivité. Mais quand bien même qu'on ferait tout ça, l'enjeu demeure, est-ce qu'on a les gens dont on va avoir besoin dans tous les secteurs pour repartir, relancer l'économie? Aujourd'hui, on a un événement et je suis très heureux qu'on ait cet événement qu'on organise avec le Conseil Emploi Métropole et avec la participation du ministre de l'Emploi qui va joindre à nous tout à l'heure pour regarder les enjeux sous des angles précis. Un de ces angles-là, c'est évidemment le rehaussement des compétences. On l'a vu durant la pandémie, beaucoup d'entreprises ont profité de cette période pour former leurs travailleurs grâce à des programmes, notamment du gouvernement, le fameux PARAF, un programme qui a aidé à ce que les entreprises puissent identifier des occasions de formation pour leur personnel, financer ça avec de l'aide gouvernementale. Ça a été un tel succès qu'à un moment donné, il manquait même d'argent dans le programme. Donc, on a eu ce rehaussement des compétences, mais on a aussi tout l'enjeu de la requalification des travailleurs qui s'est présenté. On peut présumer que ça a été une accélération. Il y avait déjà des enjeux de requalification avant, donc on va en parler aujourd'hui. Et ça me fait très plaisir parce que Audrey Murray, qui dirige le Conseil Emploi Métropole, va nous présenter dans quelques moments les résultats d'un coup de sonde. Et moi, j'aime bien quand on a des données, quand on a de la donnée pour discuter à la fois sur les enjeux, les obstacles, les possibilités. Et Audrey, par la suite, va animer un panel avec des dirigeants d'organisations qui sont au cœur de cet enjeu de la main-d'œuvre et j'ai bien hâte de les entendre. Et par la suite, le ministre Boulay, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale,
va joindre à nous. Je vais avoir un échange avec lui et avec Audrey, où on va revenir sur certains des thèmes abordés par le panel et certains des constats du coup de sonde. Et ça va nous permettre d'avoir des réponses, peut-être aussi d'avoir des appels à l'action de la part du ministre. Donc, ça promet d'être 1h30 très intéressante. Je suis très heureux encore une fois que vous soyez avec nous et je vais céder la parole à Audrey qui va nous présenter les résultats du coup de sonde. Audrey. Merci Michel. Alors, en effet, on a voulu aller plus loin encore. Donc, il est ressorti de tous les plans d'action sectoriels de Relançons Montréal le fait que la main-d'œuvre était un des piliers pour traverser la crise, mais aussi pour imaginer la suite. Alors, on a posé des questions aux entreprises du Grand Montréal qui nous ont généreusement répondu, donc un questionnaire rigoureux avec suffisamment de répondants pour être capable aujourd'hui de dégager des tendances qui permettront de mettre au jeu le panel qui va suivre. Donc, première confirmation que les répondants on dit, alors 8 entreprises sur 10, donc 78% des répondants ont confirmé que le talent est au cœur de la pérennité de leurs entreprises, voire de leur croissance, et bien sûr, donc, de la relance. C'est un chiffre important et ça, c'est vrai pour tous les secteurs. Donc, on sait qu'actuellement, cohabitent pour le Grand Montréal, mais pour le Québec aussi, le fait d'avoir des secteurs qui sont en pause, d'autres qui sont très sollicités. Et cette réponse-là du développement des compétences au cœur de leur pérennité était pour tout secteur confondu. Ensuite, on a voulu mieux comprendre les besoins derrière cette stratégie de développement de compétences que les entreprises souhaitaient exprimer et elles ont toutes identifié donc 5 domaines d'expertise à développer en priorité. On ne sera pas étonné, l'expérience client ressort de façon directe ou indirecte comme étant un domaine de développement de compétences à prioriser. La gestion et l'analyse des données, bien sûr, la transformation numérique, les évolutions réglementaires et les enjeux de cybersécurité. Et je suis certaine que ceux et celles qui nous écoutent peuvent comprendre avec toute la transformation numérique qui a frappé plusieurs secteurs pourquoi ces domaines-là ont été identifiés. Mais un élément qui s'ajoute très important, c'est ce qu'on appelle les compétences non techniques qui sont ressorties aussi comme étant un socle incontournable de la relance et du développement donc, de nos entreprises. Et les 3 premières, il y en a 8 qui sont listées, là, se sont vraiment dégagées du lot. Donc, la capacité d'adaptation face au changement, on comprend pourquoi. Être en mesure de communiquer adéquatement, on voyait cette nécessité d'apprendre à communiquer aussi dans des environnements multidisciplinaires, donc une complexité qui s'ajoute dans la communication due aussi parfois à la transformation numérique et au contact client transformé et le fait d'utiliser et de comprendre le numérique. Puis, il faut mettre l'accent donc sur le fait que le numérique n'amène pas seulement des compétences, la nécessité d'avoir des nouvelles compétences techniques, mais aussi de comprendre son potentiel et comprendre son impact sur les environnements de travail et pour les clients. Donc, on a approfondi, on a continué à essayer de voir un peu comment les entreprises vivaient et donc la situation par rapport à la main-d'œuvre. Et là, on a 2 morceaux qu'on a examinés avec eux. Donc, en matière de rehaussement de compétences, donc simplement pour qu'on se comprenne bien, on parle de rehaussement quand il s'agit de proposer à quelqu'un de développer ses compétences et non pas de changer de métier, mais bien d'aller plus loin, de diversifier, d'approfondir un métier qu'il exerce déjà. Donc, les entreprises ont confirmé qu'une large part de la main-d'œuvre qui est à leur actif va devoir développer ses compétences au fil du temps. Donc, on voit qu'une entreprise sur 2 a déterminé 40% de sa main-d'œuvre allait devoir évoluer dans ses compétences. Et quand on prend le ratio d'entreprises qui nous ont dit que leurs employés allaient devoir le faire, ça peut monter jusqu'à 70% là, des gens qui auront besoin de se former. Et quand on essaie de voir qui dans l'entreprise va être le plus visé par ce besoin, on parle des gestionnaires intermédiaires et des professionnels. Et une fois de plus, 40% des répondants nous ont dit que c'était principalement en lien direct ou indirect avec l'expérience client qu'ils allaient avoir besoin de faire évoluer les compétences. Maintenant, on a voulu cerner les freins et les solutions. Premier frein, le manque de temps pour se former.
deuxième, le manque de soutien financier. Et le troisième, le manque de connaissance des programmes gouvernementaux. Et bien sûr qu'il faut lire ces freins-là dans le contexte où la reprise est partielle pour certains secteurs, mais on peut penser que le manque de temps, du fait de l'effet de rareté, est un facteur qui va continuer d'être un enjeu. On pourra en discuter avec notre panel. Maintenant, du côté des solutions, fort intéressant et certainement des défis pour nos maisons d'enseignement. Donc, les entreprises nous ont dit préférer dans les stratégies de formation ce qu'on appelle la formation sur mesure, donc par un formateur privé ou encore de la formation qui est issue des équipes de travail, transfert de connaissances, mentorat, coaching. Et on peut comprendre que cette approche-là, cette stratégie de formation est liée aux freins de manque de temps. Donc, c'est des stratégies qui sont gagnantes dans un contexte où ça peut être difficile d'intégrer la stratégie de formation, mais également donc des stratégies données par les établissements privés ou publics. Et au niveau des actions prioritaires, on voit que le soutien financier est un enjeu tant pour les entreprises que pour les travailleurs et travailleuses qui seraient invités à aller en formation, de même que des stratégies de formation courtes, adaptées aux besoins et qui tiennent compte de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, des formations qui permettent de rehausser les aspects techniques, mais aussi les habiletés humaines, les compétences humaines qui sont très sollicitées dans les milieux de travail. Donc, ça fait le tour pour le volet du rehaussement. Et là, maintenant, on a voulu aussi essayer de mieux cerner comment se posait l'enjeu de requalification pour les entreprises du Grand Montréal. Et bien sûr que le potentiel de main-d'œuvre visé par la requalification est moindre que celui du rehaussement des compétences. Donc, 55 des entreprises estiment que c'est environ 10 de leur main-d'œuvre qui sera peut-être appelée à changer de métier ou à quitter carrément l'entreprise du fait des transformations importantes qui sont en cours ou à venir. Mais la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entreprises se sont montrées ouvertes à embaucher ou à transformer les compétences, donc à faire de la requalification en entreprise, à collaborer, donc à imaginer des parcours où il serait possible, par exemple, que quelqu'un qui est en requalification à peu près à mi-chemin, donc on nous dit à mi-chemin, et que l'entreprise serait prête à intégrer en alternance, probablement travail-études, la personne pour qu'elle puisse poursuivre cette requalification-là. Et encore une fois, dans les solutions facilitantes pour soutenir les entreprises dans ce besoin de requalification, on voit que le soutien financier pour la rémunération, autant des entreprises que des travailleurs, sera importante, mais aussi, et ça fait écho aux freins peut-être de la connaissance des programmes gouvernementaux, l'idée d'avoir un guichet unique, mais ça peut aussi interpeller les institutions d'enseignement, donc la façon dont on organise l'offre de services. Donc, les entreprises nous disent qu'on a besoin que ça soit simple, qu'on soit capable d'avoir accès à des services et à un soutien autour d'un pôle qui soit facile à identifier pour eux. Et on voit que ça, une fois de plus, il ne faut pas mettre de côté tout ce qui est compétences non techniques et humaines, donc d'avoir des approches hybrides de formation pour être capable de tenir compte de ces compétences-là qui sont maintenant nécessaires pour la résilience des entreprises, mais aussi des individus, bien sûr, et une grande ouverture à créer des partenariats. Donc, à améliorer probablement les mariages. On aura l'occasion d'en discuter avec notre panel. Donc, quelques pistes et constats là, avant justement qu'on lance notre échange. Donc, premier élément, voir, parce que les entreprises semblent privilégier donc de la formation vraiment sur mesure et adaptée. Et donc, la question peut se poser, comment on fait pour bien les accompagner pour que ces formations-là soient des formations de qualité qu'on est capable de reconnaître? Comment on peut aider le fait de soutenir le transfert de connaissances dans les entreprises? Donc, comment on peut solidifier ce socle-là de formation sur mesure pour les entreprises? C'est une question qu'on pourra aborder avec nos panélistes. Deuxième élément, donc, est-ce que les maisons d'enseignement sont prêtes à accompagner les entreprises dans ce besoin qui est exprimé d'être dans une approche sur mesure? Est-ce qu'on est capable même de penser l'accréditation de cours, penser des façons de faire qui vont s'adapter au milieu de travail, mais en même temps donner de la valeur et s'assurer que les formations sont appuyées sur une approche qualifiante là, et transférable pour les entreprises et la main-d'œuvre? Troisième élément, donc,
On note que les entreprises reconnaissent le besoin de rehaussement, même le désir de requalifier et de faire partie de la solution pour la requalification, mais elles ont aussi identifié le besoin de rehausser la culture de formation continue dans leur entreprise. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas un écart. J'ai sauté une statistique importante là, tout à l'heure sur les outils de planification de main-d'œuvre. Dans notre sondage, on voyait que seulement 60 des entreprises ont des outils de planification de main-d'œuvre. Donc, pour verser vers une culture de formation, il faut bien sûr que le milieu de travail soit outillé, soit capable d'avoir un élan constant là, pour faire émerger cette culture. Et finalement, eh bien, le manque de temps, je le disais, quatrième et dernier constat, on peut penser que dans l'enjeu de rareté, ce motif de manque de temps va persister. Alors, comment on fait pour résoudre cet enjeu? Donc, ça fait le tour des éléments qu'on a voulu faire ressortir. Bien sûr, le sondage, ici, c'est les faits saillants, et puis le sondage complet sera disponible sous peu. Et donc, maintenant qu'on a mis au jeu ces différents éléments, je vais vous présenter le privilège que nous avons aujourd'hui de rencontrer des panélistes qui vont, j'en suis certaine, nous inspirer. Donc, dans un premier temps, M. Graham Carr, bonjour. Bonjour Audrey, plaisir d'être ici. Mais merci, recteur et vice-chancelier à l'Université Concordia. Oui. J'ai également le plaisir d'accueillir Rania El-Masri. Bonjour Rania, qui est bonjour, Audrey. Vice-présidente Affaires gouvernementales et accès au marché chez Glox GSK. Canada, ça va? Très bien. Ensuite, j'aimerais accueillir Marie-Pierre Germain, qui est vice-présidente des ventes et du marketing Germain Hôtel. Bonjour, Audrey. Merci d'être avec nous. Également, Nathalie Vallée, qui est directrice générale du Collège UNSIC, mais aussi présidente du regroupement des cégeps de Montréal. Bonjour, Audrey. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci. Merci. Et finalement, on a une invitée qui est en virtuel, mais qui est tout avec nous également, Hélène Gagnon, qui est vice-présidente principale Affaires publiques, communication mondiale et responsabilité sociale chez CAE. Est-ce que tu m'entends, Hélène? Oui, absolument, je suis là. Merci. Merci d'être avec nous. Donc, on va lancer cet échange de 40 minutes. On a un temps de qualité pour inspirer les gens qui nous écoutent et trouver des solutions ensemble, voir comment on peut relever ce défi de la main-d'œuvre. Donc, on le disait, là, la pandémie, elle a déjà provoqué beaucoup d'apprentissage dans la façon de gérer le changement, de mettre le talent au cœur des transformations qu'on a dû faire. Puis même pour les secteurs qui sont sur pause, je pense qu'il y a des apprentissages également importants qui ont été faits. Et donc, pour lancer cette première discussion, donc peut-être nous parler, je vais commencer par Rania, comment ça s'est joué, comment ça se joue, comment se jouera le développement des compétences, peut-être nous dire comment vous allez miser sur le talent ou vous l'avez déjà fait dans votre entreprise ou pour votre secteur. Merci, Audrey. Pour commencer, je voudrais vraiment remercier la Chambre de commerce pour cette excellente initiative de Relançons Montréal qui, à un moment critique pour notre société, a vraiment incité les leaders de tourner un regard vers le futur, vers la reprise. Quelque chose qui est important. En même temps, pour le moment, on continue à gérer la pandémie et la vaccination, bien sûr, ça va être clé pour le futur et c'est bien parti. Là-dessus, je salue les travailleurs de santé. Je voudrais aussi saluer Mme Hélène Gagnon pour le leadership de CAE sur une très belle initiative qui est le regroupement des entreprises en vaccination. Je nomme cette initiative aussi parce que je crois qu'une chose, une opportunité qui est vraiment ressortie de cette pandémie, c'est la force de la collaboration. La collaboration intersectorielle, la collaboration entre compétiteurs, comme on a vu d'ailleurs dans le développement des vaccins, et les partenariats publics-privés. Je crois que ce genre de collaboration, et le panel aujourd'hui représente bien cette collaboration, va être critique pour ce qui est de la main-d'œuvre et la relancer dans ce nouveau futur. Michel l'a très bien dit, la main-d'œuvre, c'est vraiment au cœur, c'est les gens, c'est le moteur de notre société. C'est un sujet qui est personnellement passionnant pour moi depuis le début de ma carrière, le développement et le talent. Et là, 1 an après la pandémie, si je pense au secteur de sciences de la vie, on a vraiment vu une transformation accélérée
de nos besoins en termes de talent et ce qu'on va avoir besoin pour réussir dans le futur. En premier lieu, suite à la pandémie, comme tous les secteurs, on a dû aller rapidement vers le télétravail. Qui nécessite des compétences uniques. Tu as mentionné tantôt la communication, être capable de maintenir une productivité dans des contextes quand même assez challengeants. Je suis vraiment à tous les jours inspirée par la force de nos équipes qui continuent à démontrer de la créativité dans leur capacité de continuer leur travail, de trouver de nouveaux utiles et leur résilience. Si je pense aussi et là, l'importance de la collaboration, tous nos employés qui sont dans la fabrication, vaccins, médicaments, une belle collaboration avec les gouvernements. Rapidement, ils ont été identifiés comme travailleurs essentiels et ont pu continuer leur travail. Au-delà de ceci, la pandémie a vraiment amené une accélération dans la numérisation de tous les secteurs de sciences de la vie. Ceci est une bonne nouvelle en elle-même parce que si on pense à la rapidité de développement des médicaments, si on pense aux vaccins, si on pense à la numérisation de notre système de santé, tous les bienfaits que ça peut amener pour tous, c'est vraiment excellent. Par contre, ça vient exacerber une pénurie qui était là avant la pandémie. J'ai noté quelques statistiques. Alors, Montréal Invivo ont fait une analyse en 2019 où ils ont trouvé que 37, je crois que, je n'ai pas le pourcentage ici, mais 54% des organisations en sciences de la vie prévoyaient qu'il allait manquer de talent en technologie. Et là, aujourd'hui, suite à la pandémie, il y a une autre analyse qui a été faite et ce gap est vraiment beaucoup exacerbé. Il faut prendre des mesures, il faut faire des programmes. Et si tu me permets, j'ai pris un peu de temps, je vais nommer un programme qui est vraiment excellent de collaboration et qui va venir essayer de créer une formation hybride en sciences des données et les sciences de la vie. D'ailleurs, le CEM est impliqué. Donc, c'est le programme Continuum qui est entre Montréal Invivo, PharmaBio, Université de Montréal, Qualification Québec, le Collège Antique, ainsi que le Conseil d'emploi de Montréal. Je pense que c'est ce genre d'initiative qu'on va devoir voir dans le futur. Très inspirant. Merci. Merci, Rania. Maintenant, peut-être du côté de Marie-Pierre. Alors, bien sûr, c'est une autre réalité que le secteur des sciences de la vie traverse le secteur de l'hébergement et du tourisme, mais peut-être nous faire part de ta vision de comment le talent va quand même jouer un rôle ou joue déjà un rôle là, dans traverser cette crise et imaginer la suite. En fait, le talent joue un rôle très important parce que si ce n'est pas des gens qui nous entourent dans nos opérations, on réussit, on ne fait rien de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais merci d'inviter une industrie aujourd'hui à cette table qui, contrairement à vous, n'a pas vraiment vécu la même croissance dans la dernière année. L'hôtellerie, tout ce qui est domaine divertissement, tourisme a été durement touché. Évidemment, on est passé à travers de la crise et on est encore ici aujourd'hui. Dieu merci, mais c'est un contexte qui est un petit peu différent. Et quand je vous entendais parler tout à l'heure au niveau des choses sur lesquelles les gens veulent être formés, c'est sûr que j'avais envie de réagir d'emblée parce que l'expérience client, c'est ce que nos gens ont de plus cher et c'est ce qu'ils font le mieux finalement. Donc, de voir que d'autres industries cherchent aussi, en plus, à venir recruter des gens qui sont hyper compétents dans ce domaine, c'est un autre défi qu'on doit relever, en plus de la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaissait évidemment avant la crise. Et c'était une pénurie structurante, là. C'est pas parce que les gens quittaient le domaine. Il y avait beaucoup de gens qui étaient aptes à travailler et maintenant qui sont aptes à prendre leur retraite. Donc, ça, c'est un enjeu, c'est une réalité avec laquelle on va tous devoir composer. Donc, si en plus, on invite les gens à aller se former dans d'autres domaines et on peut penser je ne vais pas enlever la parole à mes collègues ici d'université et des cégeps, mais le domaine de l'hôtellerie, les inscriptions ne sont pas en hausse aujourd'hui.
Et ça va nous prendre des gens compétents qui ont envie de travailler avec nous pour la relance parce que je suis ici pour en parler. Je sais que ça va revenir et je regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme. C'est ça, on a besoin de se rencontrer aujourd'hui. On est ici en personne, puis juste de se voir, de se rencontrer, ça nous procure beaucoup de... En tout cas, moi, ça me procure un grand bonheur d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, on va avoir besoin de gens pour cette relance qui s'en vient. Merci, Marie-Pierre. Oui, c'est vraiment, je pense que tout le monde, on est ravis d'être en personne aujourd'hui de façon sécuritaire. Merci, la Chambre. Merci. Donc, peut-être Hélène, qui est parmi nous en virtuel, nous parler comment chez CAE, dans le fond, et pour traverser la crise et pour la suite, le talent va jouer un rôle important. Bien, c'est sûr que le talent, c'est au cœur de la relance. Ça l'a été, nous aussi, on a été très affectés, Marie-Pierre, avec l'industrie de l'aviation, là, aucun doute là-dessus. On en a quand même profité pour se réinventer. Vous savez, on a fait des respirateurs, mais on n'avait jamais fabriqué d'équipements médicaux. Donc, ça a nécessité qu'on forme des gens. On avait des gens qui étaient instructeurs de vol dans des simulateurs de vol, là, ce que vous voyez derrière moi, qui étaient en train d'assembler des respirateurs cette année. Donc, ça a vraiment nécessité de la formation en milieu de travail. Mais avec la pénurie de main-d'œuvre, ce que je voulais dire, c'est que de plus en plus, la main-d'œuvre veut travailler pour des entreprises qui ont des valeurs qui leur correspondent. Et ça, je pense que c'est très important au niveau du rôle social des entreprises. Donc, que les entreprises qui ont pu jouer un rôle dans la crise, que ce soit comme nous, là, avec la fabrication des respirateurs, Rania a parlé de la vaccination, toutes les entreprises qui vont mettre l'épaule à la roue au cours des prochaines semaines, des prochains mois pour accélérer la vaccination. Ce sont toutes des entreprises qui veulent contribuer, plein d'employés qui veulent avoir le sentiment qu'on peut contribuer à accélérer la relance en vaccinant le plus de monde possible. La main-d'œuvre, la jeune main-d'œuvre particulièrement, est extrêmement préoccupée par l'environnement, les changements climatiques. Et je pense que c'est important que le milieu des affaires en soit conscient et prenne des actions très concrètes. Donc, nous, on est devenu carboneutre au niveau mondial pendant la pandémie, mais ça, il n'y a pas une entrevue avec des employés où les jeunes ne nous disent pas, ben moi, ça me parle, le fait d'aller travailler pour une entreprise qui partage mes valeurs puis qui veut prendre des actions au niveau des changements climatiques. Donc, ça, je pense que c'est très important. Donc, on a eu beaucoup de formations à faire. Pendant cette année, on a aussi utilisé les programmes, le PACME, là, le programme en action concertée pour le maintien en emploi dans notre secteur en aérospatial avec le CAMAC, le comité de la main-d'œuvre en aérospatial. On a regroupé 9 entreprises qui ont participé aux formations là, du PACME, 7000 heures de formation sur toutes sortes de choses, dont la santé mentale, la gestion d'équipe en virtuel. Donc, ça a été une occasion de faire de la formation en milieu de travail, mais il faut continuer à s'adapter. Puis je vais peut-être vous parler d'un exemple très concret. Aujourd'hui, en fait, on lance un nouveau programme en collaboration avec Concordia. Donc, je suis contente que le recteur de Concordia soit là aujourd'hui, qu'on a appelé CAE Immersion. Et puis, on va offrir gratuitement 3 semaines de formation virtuelle à des jeunes qui sont présentement étudiants à l'université en génie ou en informatique pour leur faire comprendre les réalités commerciales, les technologies de CAE au niveau de la simulation ou autre. Mais là-dedans, on va avoir un petit volet sur l'expérience client. Et donc, c'est un programme gratuit. Et les inscriptions sont lancées à partir d'aujourd'hui. Donc, comme entreprise, il faut se réinventer aussi pour accueillir des jeunes. Ce n'est pas un emploi, ce n'est pas un stage, c'est comme une formation virtuelle de 3 semaines, encore là pour un peu attirer les jeunes vers notre secteur parce que présentement, avec tout ce qui se passe dans l'aviation, nous aussi, là, les inscriptions dans les programmes au niveau de l'aérospatiale, ce n'est pas en hausse présentement. Donc, il faut être de plus en plus créatif, imaginatif dans notre secteur pour permettre d'attirer la main-d'œuvre vers notre secteur. Très inspirant. Merci, Hélène. En fait, donc, je lance la balle parce que je trouve que vous avez vraiment bien mis la table pour donner la parole maintenant à nos représentants des établissements scolaires. Peut-être, Nathalie,
De votre côté, bien sûr, vous avez eu votre lot de défis en tant qu'établissement, là, mais quand vous écoutez, donc vous fermez nos jeunes de demain, hein, bien sûr, et puis vous êtes également une institution importante, les cégeps, les universités, pour aider le rehaussement, la requalification. Donc, peut-être nous dire un peu comment la pandémie, vous la vivez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre offre de service? Est-ce qu'il y a un éveil nouveau dans la relation avec les entreprises depuis le début de la pandémie? Oui, ben en fait, vous dire que comme l'autre défi, il y a eu celui important d'organiser la formation malgré le confinement. Alors, évidemment, les cégeps et les universités aussi se sont mis en action à l'intérieur de 2 ou 3 semaines en mars dernier. Là. Je vous rappelle qu'on a dû renvoyer tout le monde chez eux et puis organiser la formation. Alors, disons que pour amélioration des compétences, rapidement, on a évidemment fait les choses très correctement pour continuer de former parce que, bien entendu, si on s'était arrêté tout le monde, on aurait manqué certainement de diplômés et de travailleurs encore plus dans les différentes industries. Alors, bon, on s'est mis en action, on a amélioré nos compétences en matière de formation en distance, de téléenseignement et de télétravail également. Et oui, on a été effectivement beaucoup à l'écoute de ce qui se passait dans le milieu de travail pour justement répondre aux besoins des entreprises. Alors, ça a donné lieu à plusieurs initiatives. Là, les cégeps de Montréal sont évidemment en contact avec beaucoup de partenaires, dont le Conseil Emploi Métropole, la CPMT, les universités également. Alors, on a des lieux de concertation qui nous permettent de voir et de bien comprendre les besoins des entreprises, donc des clients finalement qui se tournent vers nous pour pouvoir organiser de la formation. Alors, nos services aux entreprises ont vu une augmentation des demandes des entreprises, en tout cas dans les cégeps, et se sont mis en action autour des besoins. Donc, en identifiant correctement le besoin, les différents services aux entreprises sont capables de répondre assez rapidement et avec beaucoup d'agilité. Alors, ça, c'est ce qui a donné lieu, là, vous le savez, à l'initiative des 27 perfectionnements crédités qui sont maintenant en œuvre et qui rendent service à plusieurs personnes qui veulent rehausser ou se requalifier. Oui, très belle initiative, effectivement. Graham, du côté des universités, en fait, du côté de Concordia, comment ça s'est passé, en fait, cette relation d'abord à nos jeunes qu'on a besoin là, de compléter la formation, mais aussi dans la formation aux entreprises? Bien, comme Nathalie a dit, on a tous nos défis, nos propres défis avec la formation à distance, etc. Mais quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que malgré tout ce qu'on a lu ou écouté dans les médias concernant la difficulté d'enseignement en ligne, au mois de janvier, on a vécu le plus bas taux de décrochage qu'on n'a jamais vécu à l'université. Alors, je pense que c'est un contresens pour nous, mais les étudiants sont assez talentueux de répondre et s'adapter à les nouvelles réalités. Pour nous, à Concordia, je pense que c'est toujours le cas dans le milieu d'enseignement supérieur. On va dans l'autre sens, quand l'économie est en difficulté, les inscriptions est en hausse chez nous. Et oui, je pense qu'on a tous vécu ça cette année. Mais je pense que ça veut dire aussi qu'il y a des gens, le talent reste encore intéressé par l'éducation. On a fait notre journée de porte ouverte au fin du mois de février. C'était la plus grande inscription qu'on a jamais vécue et même des étudiants potentiels de 138 pays au travers le monde. Alors, ça veut dire que aussi pour Montréal, pour le Québec, il reste encore un intérêt. Mais l'autre chose, peut-être la dernière chose que je veux dire, c'est l'importance de le talent, mais aussi de donner des nouveaux programmes pour que les gens puissent découvrir comment ils sont talentueux dans les nouveaux domaines. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on doit travailler étroitement avec les entreprises et le secteur public. Mm-hmm. Merci. Donc, ça fait écho notamment aux stratégies là, de créer des expériences pour que les étudiants puissent imaginer ce que c'est de travailler dans des secteurs d'avenir ou qui ont des besoins.
Peut-être, deuxième thème, on va aller un petit peu plus en profondeur là, sur les stratégies de perfectionnement de main-d'œuvre. Hélène, bon, chez CAE, vous êtes un des plus grands formateurs là, de pilotes au monde. En fait, vous avez commencé à nous en parler, mais peut-être partager avec les gens qui nous écoutent là, comment vous vous y prenez, quelle est la stratégie de CAE dans le perfectionnement, dans le rehaussement des compétences dans votre entreprise? Bien, en fait, c'est tellement important qu'on a même lancé assez récemment une nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne parce que c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Là, tout le monde depuis un an avec Workday qui nous donne aussi accès à toutes les formations, les milliers de formations de LinkedIn Learning et tous les employés peuvent avoir accès à l'ensemble de ces formations-là. L'intelligence artificielle va même proposer certaines formations qui peuvent nous intéresser. On peut aller chercher des certifications. Donc, ça, je dirais, c'est un outil qui est tout nouveau pour nous, là, d'offrir ce genre de formation-là à nos employés. Puis nous, il faut toujours que ça soit mondial. Hein. Notre siège social est ici, mais on a des employés partout à travers le monde. Donc, quand on fait des stratégies de formation, il faut aussi être ouvert à faire ça partout à travers le monde. Je dirais peut-être un petit mot aussi sur les compétences transversales là, dont on a parlé tout à l'heure dans le sondage auquel vous avez référé, Audrey, l'importance de ces compétences sociales, émotionnelles. On appelle ça des fois les soft skills. Nous, on aime ça appeler ça plutôt les power skills, le savoir-être aussi. On a parlé de savoir s'adapter, savoir communiquer, comprendre le numérique. Donc ça, c'est sûr que c'est au cœur aussi du genre de formation qui nous apparaissent très importantes. Là. Tu sais, quand je vous disais tout à l'heure qu'on va commencer à offrir, par exemple, là, des formations virtuelles pour des jeunes étudiants, et puis CAE Immersion là, qui est lancé aujourd'hui en collaboration avec Concordia. Mais là-dedans, il y a tout un volet de ce genre de compétences-là. On ne va pas seulement regarder les aspects technologiques là, ou techniques avec les étudiants là, en génie ou en informatique. Donc, c'est important d'avoir ce volet-là de formation dans tout ce qu'on fait. Et nous, on a ça en tête là, dans les différentes formations qu'on offre chez CAE. C'est extrêmement important. Puis comme j'ai un chapeau de communication, là, je le sais à quel point la communication est très importante. Puis on a beau avoir des employés qui sont très forts au niveau technique, même dans les nouvelles technologies numériques, s'ils n'ont pas la capacité de travailler en équipe, de s'adapter, de savoir bien communiquer, honnêtement, on n'est pas capable de faire de l'innovation, on n'est pas capable d'avancer, on n'est pas capable de croître. Donc, beaucoup des formations qu'on offre là, sont axées sur ça aussi. Puis, bien sûr, on est ouvert à avoir encore plus de collaboration là, avec les institutions d'enseignement, un peu comme ce qu'on lance aujourd'hui. Merci, Hélène. Je me tourne vers Rania. Donc, vous êtes donc un secteur en croissance. Donc, vous vivez sûrement l'enjeu de manque de temps qu'on a nommé là, dans le sondage. Peut-être nous donner des exemples de vos stratégies là, de transfert de connaissances, de coaching, donc pour amener le perfectionnement puis le rehaussement dans votre entreprise? Évidemment, c'est vraiment un peu dans les mêmes grandes lignes que Hélène vient de mentionner. Si je pense à GSK particulièrement, qui est une compagnie multinationale, chaque employé a vraiment accès à une panoplie de formations. Les gestionnaires ont le mandat d'avoir des plans de développement pour chacun de leurs employés pour vraiment les aider à faut aussi, ce n'est pas juste pour combler des manques. Moi, j'aime bien penser à la formation pour renforcer des traits uniques. Donc, nos superpowers, je pense que c'est très important. Et aussi, bon, tout ce qui est le reskilling, donc la requalification. Il y a des formations programmées en université. On supporte moi-même. En 2019, j'ai été chercher une nouvelle maîtrise. Alors, et puis, je crois que ça va vraiment réallumer la curiosité et le courage. Donc, j'encourage tout le monde à le faire. Il n'y a pas un âge pour ça. Il y a beaucoup de formations en milieu de travail, donc encadrement et coaching. Si je pense aussi à plus les employés, notre site de vaccin à Laval, à Sainte-Foy, ben là, on a des collaborations avec les cégeps de Québec pour la formation.
Je voudrais juste peut-être passer un peu plus de temps sur les power skills. J'ai bien aimé ce que Hélène vient de dire. C'est très d'empathie, de gentillesse, de conscience, de confiance. Je crois que finalement, tous les traits positifs de caractère, je crois que ça va être critique pour le futur. Un dirigeant qui a ça dans sa boîte à outils, je crois, est mieux placé, ou une dirigeante, à prendre des décisions et à bien considérer leur impact à court, moyen et long terme. Et en sortant de la pandémie, en ayant une accélération dans la transformation de nos secteurs, tous secteurs confondus, je crois que cette conscience-là va être très importante. Vraiment intéressant. Marie-Pierre, le défi de miser sur le talent pour retrouver l'équilibre pour votre secteur d'activité, qu'est-ce que vous envisagez? Comment vous voyez les choses? En fait, c'est drôle quand Hélène parlait des valeurs tout à l'heure, ça me faisait réagir parce qu'effectivement, quand on travaille aujourd'hui, on passe tellement de temps au boulot que c'est important d'avoir un fit avec l'entreprise pour laquelle on travaille. Puis, je vais répondre à la question après, mais je pense que c'est important aussi de parler de gens qui n'ont pas nécessairement le désir d'aller chercher plus de formation. C'est pas donné à tout le monde de passer beaucoup de temps sur un banc d'école, par exemple, puis je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, là, mais oui, l'hôtellerie est quand même un milieu où on accueille beaucoup de gens qui entrent sur le marché du travail parce que c'est leur premier job, mais aussi c'est des gens qui continuent à évoluer avec nous et il y a cette opportunité-là de grandir et de faire carrière dans nos domaines. Et je pense que c'est important de le dire parce qu'effectivement, oui, les diplômes, oui, l'université, puis je suis 100% pour ça, mais ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a la chance non plus de le faire. Donc, de savoir qu'on peut aussi faire carrière dans un domaine comme l'hôtellerie, la restauration, et que ce n'est pas juste un emploi à temps partiel, mais que ça peut devenir une façon de gagner sa vie, je pense que c'est bien de le mentionner. Très bien. Donc, on veut réagir. Nathalie, je t'en prie. En fait, Marie-Pierre vient de décrire ce que c'est que la formation tout au long de la vie, au fond. Ouais. Puis, c'est ce qu'on souhaite le plus possible pour les personnes dans les entreprises. Puis, bon, Marie-Pierre parle de bonheur au travail, au fond, et c'est ça, je pense que si les entreprises sont bien au fait des besoins de leurs employés, puis là, bon, il n'y a pas seulement les besoins immédiats, mais il y a les besoins de croissance et de développement également, bien, ça passe aussi par la formation pour être plus motivé, plus heureux au travail, puis avoir un sentiment de compétence encore plus élevé. Puis je pense que les maisons d'enseignement peuvent offrir ça. Alors, bon, évidemment, et quand on parle de formation, des soft skills, j'aime bien aussi les power skills, mais en français, ce serait les compétences comportementales ou le savoir-être. Ça fait partie de la formation initiale des cégepiens dans les programmes d'études techniques. Il y a des compétences comportementales obligées. Pour réussir la formation dans la grande majorité pour ne pas dire tous, les programmes d'études techniques, dans les attestations d'études collégiales également. Puis ensuite, je pense qu'à travers des formations services aux entreprises, les cégeps offrent des formations qui sont ciblées pour l'atteinte de compétences comportementales. Alors, ce n'est pas seulement une tendance, c'est quelque chose qui est déjà installé et puis qu'on va devoir continuer de développer. L'apprentissage de la bienveillance, au fond, ça doit faire partie. Oui, bien, en fait, je voulais vous relancer un peu sur ce sujet-là. Je te remercie d'avoir pris la balle au bon parce qu'en fait, on peut se demander comment les universités, les cégeps, bien sûr, il y a la formation initiale, mais on nomme ces compétences, ces power skills comme étant les compétences du futur. Donc, on est en train de comprendre qu'elles prennent une place de plus en plus importante. Donc, on peut se demander si dans les programmes initiaux, elles sont suffisantes, mais aussi comment on fait pour effectivement peut-être rattraper et adapter les formations sur ces compétences-là dans le milieu universitaire. Comment vous voyez ça, Graham? Bien, je pense que les universités, les maisons d'enseignement supérieur doivent être en cours plus à l'écoute des besoins du marché du travail et plus à l'écoute des besoins de nos étudiants en même temps. Et chez nous, on a toute une histoire de
de formation à l'extérieur de l'université dans les stages de coop, les stages en recherche du milieu de travail financés par MITAX, etc. Notre objectif, c'est que dès 2025, tous nos étudiants auront la possibilité de faire au moins un stage à l'extérieur parce que les universités n'ont pas un monopole sur l'expertise. Il faut que les étudiants sortent de ça. Mais en même temps, dans un contexte où on a besoin d'une requalification des gens, je pense que c'est l'opportunité pour les universités d'être plus à l'écoute des besoins du marché. Si je sais que le ministre Boulet sera présent avec vous en quelques minutes, mais le gouvernement du Québec a indiqué qu'il veut supporter la croissance de l'industrie du cinéma, du jeu de vidéo. Et quand ils ont fait cette annonce, chez nous, on a levé nos mains pour demander comment est-ce qu'on peut vous aider parce qu'on a le plus grand école de cinéma au travers le Canada. Et maintenant, grâce au PARAF, on a des programmes courts qu'on va initier cet été en scénarisation puis cinématographie pour commencer à répondre à ce besoin. Alors, je pense que ça doit être vraiment un travail de collaboration. Ce n'est pas juste les universités sud, c'est l'université, les entreprises, c'est le gouvernement. Si on travaille ensemble, on va réussir à faire des choses extraordinaires. Vraiment. Donc, peut-être un dernier tour de table sur une question sur les clés de succès. En fait, certaines en avaient parlé. On sait que la pandémie a été plus difficile pour certains groupes des gens qui étaient actifs ou non actifs, mais nos jeunes, les femmes, les immigrants ont bien sûr subi les contrefaits. Puis avant la pandémie, on était en situation de rareté, puis on travaillait très fort à garder les travailleurs expérimentés, à essayer d'intégrer les personnes handicapées davantage, également des premiers peuples. Donc, peut-être pour terminer, Marie-Pierre, je vais commencer avec toi. Donc, quels seraient les gestes à poser, là? Donc, quand tu penses la reprise, il y a des bassins peut-être de main-d'œuvre qui seront plus importants que d'autres pour vous ou que vous souhaitez inviter. Comment tu vois les choses? Je vais répondre avec plaisir, puis je vais revenir sur votre question tout à l'heure parce que vous m'aviez demandé c'était quoi qu'est-ce qu'on pouvait faire pour nous aider. Puis aujourd'hui, si on n'est pas capable de régler notre problème de structure, de main-d'œuvre, il va falloir aller chercher des gens qui viennent d'ailleurs. Puis aujourd'hui, pour des domaines dont l'agriculture, faire venir des travailleurs étrangers, ça nécessite des demandes de 6 à 8 semaines, alors que nous, dans nos domaines d'hôtellerie, on parle de 5 à 6 mois. T'sais. Alors, comment je suis supposée d'envisager les besoins que je vais avoir aujourd'hui pour les 6 prochains mois? C'est pas possible. Je ne peux pas savoir quels seront mes besoins dans 6 mois. Donc ça, on a besoin d'aide de nos gouvernements pour être en mesure d'accélérer ce processus-là parce qu'on n'y arrivera pas. Et sinon, on a parlé des femmes, évidemment, l'hôtellerie, c'est un domaine qui est une place particulière où on emploie beaucoup de femmes et d'hommes, mais beaucoup de femmes. Et s'il y a des gens qui ont été touchés durant la crise, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur emploi, malheureusement, et on veut les ramener au travail, on veut les accueillir dans nos établissements. Puis, je pense que c'est un domaine où ça permet la flexibilité au niveau de l'emploi, des gens qui ont des jeunes enfants à la maison. Il y a toutes sortes de positifs à venir travailler dans une industrie comme la nôtre. Très bien, merci. Donc, quelques minutes, le temps file. Hélène, en aéronautique, de votre côté, comment vous voyez la clé de succès? Là? Quel bassin de main-d'œuvre? Quelle est votre stratégie à compter de maintenant et pour la suite? Oui, bien, c'est sûr qu'il faut miser sur l'ensemble du talent. Donc, pas seulement sur la moitié du talent. Puis par ça, je veux dire pas seulement sur les hommes. C'est quand même une industrie, l'aérospatiale, qui est principalement dominée par les hommes. Donc, c'est très important pour nous de prendre des actions particulières pour attirer les femmes, retenir les femmes. Donc, on a investi nous-mêmes, on a fait toutes sortes de programmes de bourses, entre autres pour encourager les femmes à considérer la carrière de pilote.
il y a seulement 5 des pilotes qui sont des femmes, pas 15, pas 50, 5. C'est vraiment très, très peu. Quand on pense à des domaines comme l'ingénierie ou les autres STEM, là, des fois, on est plus comme dans le 10, 15, 20 Donc, il faut quand même prendre des actions. Puis, ce qui fonctionne bien en entreprise, ce sont ce qu'on appelle les groupes de ressources pour employés. Et ça, dans une stratégie de diversité, d'avoir des groupes, comme on a un réseau professionnel des femmes de CAE qui elles-mêmes identifient les besoins de formation qui leur sont propres, mais on nomme de plus en plus maintenant d'autres groupes de ressources pour les employés. Donc, un destiné pour la communauté LGBTQ+, un autre pour les vétérans, parce que vous savez qu'on est dans le domaine de la défense et de la sécurité, un autre pour les personnes racisées ou ethniques. Et ensemble, ces groupes-là d'employés décident qu'est-ce qui serait intéressant pour eux pour continuer à évoluer dans l'entreprise. Donc, autant au niveau des compétences sociales, power skills et tout, mais toutes sortes d'autres besoins de formation. Et je pense que ça va nous aider à attirer le talent, de sentir que pour tous les groupes là, de la diversité, ils sont non seulement bienvenus, mais ils sont appuyés, si on veut, par les entreprises. Donc, ça, je pense que c'est une stratégie qui peut fonctionner. En tout cas, nous, on voit que ça aide beaucoup. Oui, c'est ça. C'est au-delà de juste inviter les gens. Il faut savoir bien les accueillir puis les assurer la suite. Du côté des sciences de la vie, Rania, il y a aussi des défis. Alors, oui, la crise a mis les projecteurs sur notre secteur. Plusieurs organisations, d'ailleurs, ont dû faire les embauches des 2 dernières années dans 1 mois. Alors, et Montréal est très bien placé. On a un pôle excellent en sciences de la vie. Alors, il faut vraiment valoriser ces emplois en sciences de la vie, le faire assez tôt dans le cursus académique. Bien sûr que le talent aussi est international. Il y a une compétition pour le talent en sciences de la vie. Donc, il faut que le Québec soit bien positionné pour aller chercher ces talents. Et le dernier point que je ferais, que Marie-Pierre a fait allusion plus tôt, c'est de s'assurer aussi qu'on a une vision globale de la main-d'œuvre pour pas que les initiatives dans un secteur créent des déficits dans un autre. Pour nous, je pense aussi à l'infrastructure qui est excellente, c'est critique pour la reprise, mais ça peut créer des déficits en biofabrication. Donc, vraiment, j'encourage, je pense qu'on a une super opportunité devant nous d'avoir une vision globale et à Montréal, de vraiment utiliser la diversité de Montréal, donc femmes, communautés ethniques. Il faut vraiment qu'on aille chercher toute cette richesse-là. Très inspirant. Il nous reste 1 minute. Alors, un défi pour Graham et Nathalie. Donc, on a beaucoup parlé de collaboration, hein. Je pense qu'il y a de concertation, puis de tenir compte des aspirations, d'être assez profond dans notre transformation pour mieux travailler les maillages entreprises, maisons d'enseignement, puis peut-être nous faire part, Graham, est-ce qu'il y a des éléments de collaboration que vous voyez, que vous entrevoyez? Vous avez mentionné, bien sûr, l'École du cinéma, mais je pense aussi parfois avec les cégeps, oui. Entre les cégeps et les universités, faire des passerelles, faciliter la compréhension de ces offres de services pour les entreprises, pour les individus, être proactif pour augmenter les places en hôtellerie. Donc, peut-être nous faire part de oui, de votre je pense vision. qu'on fait de plus et plus les passerelles entre les cégeps et l'université, mais j'ai une autre idée. Montréal, c'est une ville qui attire beaucoup d'étudiants internationaux. Et il vient avec raison parce que c'est une ville magnifique avec beaucoup d'industries de fin point. C'est un grand centre de culture, etc. C'est une ville sécuritaire. Mais chez nous, ce qu'on remarque, on a beaucoup d'étudiants qui viennent des pays non francophones. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider de s'améliorer avec le contexte montréalais? Et on a déjà un petit programme cofinancé par la Chambre de commerce puis l'Office de la langue française qui espère réussir en français pour aider ces gens. Mais quelque chose que je veux faire, c'est de faire un partenariat avec une cégep francophone pour ce qui peut nous aider avec la capacité de donner les cours en français pour aider les étudiants parce qu'ils veulent rester ici suite à leur diplomation, je suis convaincue. Très intéressant. Nathalie?
Ben, j'accepte ça, moi, avec plaisir, Graham. Alors, mais oui, en fait, ce que j'allais dire, c'est continuer la concertation. Il faut se parler, il faut continuer de s'asseoir ensemble dans les groupes qui existent déjà et pour bien identifier les besoins. Ça nous prend des données, on les a quand on en a besoin, puis à partir de ça, on est capable, je pense, de rendre le meilleur service possible. Bon, écoutez, alors il me reste à vous remercier. Vraiment, sincèrement, Montréal a bien de la chance de pouvoir compter sur des leaders avec la vision collaborative que vous nous proposez. Merci, Hélène, également, d'avoir été présente avec nous virtuellement. Et donc, maintenant, je vais vous inviter à rester avec nous. On prend quelques minutes pour préparer le studio, mais il va suivre un échange entre Michel Leblanc, le ministre, et moi-même. À tout de suite. Recherche d'un emploi, de nouveaux talents? Découvrez Passerelle sectorielle, la solution de jumelage virtuel entre professionnels immigrants et entreprises. Participez à un événement de recrutement virtuel propre à votre secteur d'activité et accédez à un vaste réseau d'employeurs ou à une banque de candidatures vidéo en continu. Inscrivez-vous à passerellesectorielle.com.
tout le monde. Très heureux encore une fois de vous avoir avec nous. Donc, pour poursuivre, on a avec nous le ministre du Travail et de l'Emploi, le ministre Jean Boulet. Merci d'être avec nous. Merci d'être à Montréal. Très apprécié. On a Audrey qui a présenté le coup de sonde et qui a animé le panel tantôt. Monsieur le ministre, il y avait un panel génial. Vous venez juste d'arriver et c'était très intéressant. Il y avait quelqu'un qui dirige une grande pharmaceutique, GSK, quelqu'un qui dirige, en fait, Hélène, qui est de CAE, donc domaine de l'aéronautique. On avait Marie-Pierre Germain, secteur de l'hôtellerie. Et évidemment, on parlait aussi avec le milieu de la formation. Et c'était extrêmement intéressant de voir encore une fois comment Relançons Montréal a mis le doigt sur une réalité qui est une forme d'asymétrie. L'asymétrie de la situation des secteurs, mais en même temps, à travers tout ça, le talent, la main-d'œuvre, la ressource humaine est tellement clé, ça sort de tout le monde. C'est très clair. Alors, de vous avoir avec nous pour qu'on en parle, c'est très important. Je voulais vous faire un petit clin d'œil parce qu'on a des secteurs, et on le voit, la pénurie, elle est déjà réelle. En construction, c'est évident. Dans plusieurs secteurs, on le voit, la pression est là, les gens cherchent des employés. On a d'autres secteurs, c'est comme si la pénurie, elle s'en vient. Je regardais tout à l'heure sur le site de CNN, j'essayais de voir les nouvelles américaines en ce jour, et je suis tombé la grosse publicité qui était faite, qui est les 25 lieux pour vos premières vacances post-pandémie. Et c'est tellement évident que si on est dans l'hôtellerie, si on est dans la restauration, dans l'industrie touristique, on le sait, dans quelques mois, on n'ose pas le dire encore, on a peur de se tromper, mais dans quelques mois, à un moment donné, les touristes vont venir. On va avoir besoin de main-d'œuvre. Alors là, on va parler aujourd'hui de ce qu'on fait présentement, requalification, on fait en sorte que les gens aient rehaussé leurs compétences, tout ça. Il va falloir se poser la question aussi, comment dans les prochains mois, on va faire en sorte que les travailleurs soient au rendez-vous. Mais commençons par l'immédiat. Vous avez obtenu dans le dernier budget une somme importante, 158 millions pour soutenir la formation et la requalification de la main-d'œuvre. Vous aviez déjà mis en place des programmes durant la pandémie. Comment vous voyez le déploiement rapide des mesures? Qu'est-ce qui s'en vient, Monsieur le ministre? Où en êtes-vous rendu? Merci, Michel. Content de vous revoir tous les deux. Audrey, Conseil Emploi Métropole, Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Toujours ravi d'être avec vous. Puis sachez que je ne viens pas à Montréal que pour ce type d'activité. Montréal est une ville que je connais pour y avoir pratiqué le droit, pour avoir fait beaucoup d'activités personnelles, sociales et professionnelles, et je comprends beaucoup la dynamique du centre-ville là, pour en avoir bénéficié à bien des égards. Oui, effectivement, le défi de la main-d'œuvre est constant. On le voit avec tous les sondages des partenaires du marché du travail. Le manque de main-d'œuvre, ça empêche des entreprises de faire des contrats, de se développer, donc de croître et d'investir. Et les investissements sont des incontournables pour accroître la richesse au Québec puis augmenter le PIB par habitant. Ce qu'on constate, vous le savez, avant la pandémie, il y avait ce phénomène-là dans tous les secteurs, dans toutes les régions au Québec. Maintenant, il y a deux phénomènes qui cohabitent. Là. Il y a des secteurs plus profondément affectés où il n'y a pas que des mises à pied, mais il y a des licenciements. Oui, l'hôtellerie, la restauration, le commerce de détail, certains pans du commerce de détail, puis l'aéronautique, évidemment. Alors que d'autres secteurs, c'est la fusée, hein, ça se développe, la reprise est entamée ou du moins se poursuit et s'accentue. Et donc, on a besoin de main-d'œuvre constamment. Et il faut, souvenez-vous, quand on avait lancé la Grande Corvée, au début de notre mandat, on avait transformé nos conseillers aux entreprises en professionnels accompagnateurs des entreprises qui avaient besoin de recruter puis qui n'avaient pas nécessairement des départements de ressources humaines hyper structurés. On a, au début de la pandémie, lancé un programme d'aide concertée avec la Commission des partenaires du marché du travail pour maintenir le lien d'emploi, non seulement de la main-d'œuvre stratégique, mais on a réalisé à quel point la formation était un moteur indispensable pour les activités de tous nos acteurs du marché de l'emploi. Il y a eu près de
55 000 entreprises, promoteurs collectifs et individuels confondus qui en ont bénéficié, près de 260 000 travailleurs qui ont bénéficié de formation pour rehausser leurs compétences, développer des nouvelles habiletés, permettre à des entreprises de penser au commerce électronique ou de mieux maîtriser des technologies numériques et ultimement accroître leur productivité. On a fait le forum le 16 octobre dernier, je ne peux pas ne pas en parler, un forum où tous les deux, vous étiez participantes, et on a fait des consensus au Québec qu'on a besoin de continuer à travailler à partir de consensus. Il faut développer une culture de formation continue. Ça ne prend pas des politiques mur à mur, ça prend des parcours personnalisés parce que chaque personne a ses besoins spécifiques. Et on a référé aussi à l'importance de la requalification puis du rehaussement des compétences. Ça aussi, ça s'impose parce que quand on parle de secteurs en pénurie de main-d'œuvre qui côtoient des secteurs où il y a des chômeurs pandémiques, il faut créer des passerelles permettant à des personnes, dépendamment de leurs intentions, leurs ambitions, d'obtenir une formation complémentaire et d'intégrer le marché de l'emploi dans les secteurs où il y a des conditions de travail hyper intéressantes, des bonnes rémunérations. Souvent, je réfère à la santé, à l'enseignement, aux technologies de l'information, à la construction. Mais je me rappelle que les syndicats me répétaient souvent, « Jean, déshabille pas Pierre pour habiller Paul. » Il faut faire attention. Puis là, on le voit ici au centre-ville, beaucoup crient à la pénurie de main-d'œuvre des secteurs qu'on sait plus affectés par la pandémie. Mais c'est la raison pour laquelle il n'y a pas que la requalification qui est importante, il y a le rehaussement des compétences. Quelqu'un qui est mis à pied, donc qui fait l'objet d'une terminaison temporaire ou un lien d'emploi qui est rompu de façon temporaire, peut profiter de cette période-là pour développer des nouvelles qualifications et accepter une promotion ou ambitionner de faire un poste qui va aider l'entreprise au sein de laquelle il a été mis à pied à augmenter sa productivité. Il y a requalification pour les personnes qui n'ont plus d'emploi, puis il y a rehaussement des compétences pour les personnes qui sont mises à pied temporairement. Pour moi, c'est important de le souligner. La reprise va bien à Montréal, dans la région métropolitaine de recensement, selon la dernière EPA. On est à 7,9 %. On était, je pense, en février 2020 à 4,9 %. Donc, on reprend le niveau d'emploi. Il y a à peu près 300 000 personnes, là, si on inclut les chômeurs qui ont besoin de réintégrer le marché de l'emploi. On en a pas loin de 200 000 ici dans la région métropolitaine de recensement. Il faut comprendre l'accent que nous devons mettre à la requalification, au rehaussement des compétences. Et Michel, juste te rappeler qu'à la mise à jour économique de mon collègue des Finances, on avait 459 millions pour la requalification, le rehaussement des compétences. Ce qui a été rajouté par le budget, il faut aussi tenir compte de ce qu'on va faire pour l'intégration des clientèles sous-représentées, les femmes, les jeunes, les travailleurs expérimentés, les personnes bénéficiaires de l'aide financière de dernier recours, les personnes judiciarisées, les personnes en situation de handicap, en matière de numérisation, robotisation et intelligence artificielle dans un deuxième temps, en immigration avec des parcours personnalisés et en adéquation de la formation avec les besoins concrets du marché du travail. Donc, on essaie d'être actif dans ces 4 grands chantiers-là. Et à Montréal, ça m'apparaît particulièrement aigu là, avec ce qu'on vit, là, la réalité de Montréal, mais comme tu me mentionnais tout à l'heure, l'état d'esprit des gens d'affaires de Montréal est positif. On a besoin d'avoir des signes qui sont prometteurs dans un avenir raisonnablement prévisible. Et moi, je demeure extrêmement confiant. Le défi sanitaire, on n'est pas parfait, mais je pense qu'on sait très bien le relever au Québec et il faut continuer d'aller dans la même direction. Voilà. Monsieur le ministre, je vous dirais, puis vous faites bien de le rappeler, là, c'est ce que moi j'entends du point de vue du milieu des affaires, c'est qu'on va investir, on se prépare. Je pense qu'il y a une lecture qui, aux États-Unis, il y a comme un boom économique qui s'en vient, puis ça affecte aussi les prévisions des gens d'ici, des gens d'affaires, sur à la fois l'état du marché, l'état de la demande. Et donc, ce qu'ils me disent tous, Michel, ça va passer par les ressources humaines.
clairement, l'argent est là. Les programmes gouvernementaux, mais aussi les entreprises ont des liquidités, en ont mis de côté, sont prêtes à investir, voient des besoins. Et là, ils se retournent en disant, est-ce que je vais avoir les ressources dont je vais avoir besoin? Je vais, Audrey, tu travailles étroitement avec le ministre, donc j'imagine que vous êtes d'accord la plupart du temps, mais tu représentes aussi des partenaires qui ont des attentes. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'on devrait se dire, ça, là, dans notre coffre à outils, on n'a pas assez de cet outil-là ou on ne s'en sert pas assez. Qu'est-ce qu'on devrait ajuster? Bien, en fait, les lieux de concertation, c'est des lieux très importants dans un contexte de crise comme on vit actuellement, surtout pour un Montréal métropolitain parce que l'écosystème est plus complexe. On a plusieurs maisons d'enseignement, on a des entreprises de tout secteur, des créneaux d'excellence, mais aussi d'autres créneaux dont il faut s'occuper. Donc, c'est un moment pour moi où on doit préparer. On a essayé d'aider à vivre la crise. M. le ministre a bien mis au jeu là, les éléments qui ont été mis en place par les programmes qu'on a lancés. Mais là, il faut qu'on se prépare à la relance. Donc, ces lieux-là doivent être bien utilisés pour qu'on se maille de la bonne façon, qu'on ait une bonne planification, une bonne séquence pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, c'est certain, et être créatif, être capable d'innover. Et puis, se comprendre parce que les enjeux qu'on vit en emploi, notamment à Montréal, bien, ces enjeux-là ont changé la donne pour le milieu syndical qui regarde les choses parfois un peu différemment que le milieu des entreprises avec les réalités que peuvent vivre les autres partenaires. Donc, c'est des lieux qu'il faut investir pour essayer que ce bout-là soit fait au moment où on va se relancer plus officiellement. Tout à l'heure, M. le ministre, dans le panel, on le voyait clairement, les entreprises, on avait surtout des grandes entreprises, là, mais elles voient vraiment la nécessité de travailler à requalifier les travailleurs, même qui sont déjà à l'embauche. Et certaines d'entre elles, là, je pense qu'elles évoquaient peut-être 10 des postes qui vont éventuellement cesser d'exister. Donc, il faut requalifier ces gens-là, plus le rehaussement des compétences. Vous avez lancé des programmes qui ont été très utilisés durant la dernière année. Vous avez dit aussi à cette tribune qu'à la fin de la pandémie, sûrement qu'il y aurait des choses qui seraient maintenues, il y aurait des efforts qui seraient maintenus. Ça ne va pas cesser ce besoin de requalifier des employés parce que des emplois vont disparaître ou de rehausser des compétences. Donc, j'imagine que les sommes que vous venez de mentionner vont servir à ça. Je voulais vous amener sur le terrain de la conciliation travail-études. On la voit souvent, cet enjeu-là, du point de vue des jeunes et des maisons d'enseignement, mais du point de vue du milieu du travail, est-ce que dans la prochaine année ou dans les prochains 2 ans, vous prévoyez faire quelque chose pour inciter les entreprises à ajuster les horaires des jeunes? La crainte du milieu du travail, c'est que la pression va être telle que les jeunes vont être tirés vers des emplois avant même d'avoir complété leur formation. Donc, je vous amène sur la jeunesse et comment on peut travailler au niveau du marché du travail pour s'assurer qu'ils vont chercher leur diplôme. Oui, Michel, c'est tout à fait pertinent. J'aimerais ça parler des jeunes, de ce bassin-là qui est phénoménal pour le Québec. Deuxièmement, des formations de courte durée. Et après ça, de ce que nous devons faire dans les réseaux plus traditionnels. D'abord, les jeunes, il y a 200 000, on parlait de 140 avant la pandémie, mais à peu près 200 000, ce qu'on appelle les NIF, là, ni en emploi, ni aux études, ni en formation. C'est un indicateur socio-économique qui est de plus en plus utilisé d'ailleurs au sein des pays membres de l'OCDE. Et ça, il y a un profil hyper varié. Puis, sous la Commission des partenaires du marché du travail, il y a un comité sectoriel jeune à qui on avait demandé une étude pour bien connaître les enjeux de ces NIF-là. Mais sans entrer dans les détails, on a besoin de ces jeunes-là, soit un retour aux études, soit une intégration dans le marché de l'emploi. Non seulement il y a un potentiel, mais il y a une volonté. Il s'agit d'aller les chercher. Puis encore une fois, c'est un parcours qui est individualisé. On va travailler avec les Carrefour Jeunesse Emploi, avec d'autres organismes en employabilité, mais ça, c'est un potentiel immense. Fait que c'est sûr que la conciliation travail-études en fait partie. Puis ça, les employeurs en sont conscients. Puis ça m'amène à dire que le taux d'emploi au Québec, chez les 15 à 64 ans,
il est le plus élevé au Canada. Je pense qu'on est à égalité avec la Colombie-Britannique. Il est à 75,1 selon le dernier EPA, ce qui est extraordinaire. On est 3,4 % en haut de l'Ontario. Le taux d'emploi des femmes, par exemple, depuis les CPE que Mme Marois avait créés, depuis la bonification avec le RQAP que nous avons au Québec, il est aussi à un taux historiquement élevé, un des plus élevés au Canada. Mais je reviens là, la conciliation travail-études, ça va prendre une implication des employeurs, puis ça va prendre aussi une implication des institutions d'enseignement. Et on fait beaucoup avec la Commission des partenaires, le Fonds de développement et reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle des programmes de formation de courte durée. Ça, il faut développer ça encore plus au Québec. C'est ce qu'on appelle l'alternance études-travail. Il y a une culture qui se développe au Québec. C'est bénéfique pour les employeurs, c'est bénéfique pour les institutions d'enseignement. Ce qu'on fait avec la CPMT, c'est beaucoup des programmes de formation de courte durée dans des emplois, dans des secteurs qui sont déficitaires, mais j'ai l'intention de voir comment on ne pourrait pas élargir ça et faire de la formation en alternance études-travail avec les cégeps, avec les Graham Carr de ce monde, avec les universités. Aussi, ils ont des micro-programmes, des nanoprogrammes, puis même des baccalauréats réguliers. Si on pense aux technologies de l'information, il y a des diplômes d'études, il y a des attestations d'études collégiales, il y a des diplômes d'études collégiales, il y a des micro-programmes à l'université, puis des baccalauréats. On le fait plus avec les AEC puis les micro-programmes, mais il faut penser à l'élargir. Et ça passe par une meilleure conciliation travail-études. Et c'est une culture qu'on va devoir développer. Puis s'il y a des ajustements à faire à certaines lois, bon, on tentera de le faire, mais je crois totalement à ça, Michel. Peut-être Audrey et M. le ministre, je vous laisserai dans l'ordre où vous le désirez. On a parlé donc requalification, renforcement des compétences et aller chercher ceux là, qui ont perdu leur emploi. On vient de parler des jeunes, et vous l'avez dit, ceux qui sont ni en emploi ni aux études, c'est une opportunité pour eux, mais aussi pour le Québec. Puis vous le dites depuis plusieurs années, maintenant, il y a les travailleurs expérimentés qui, eux, puis là, vous avez parlé de nos taux de participation, c'est là où on est moins performant qu'ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a mis en place le dispositif et là, il faut le laisser œuvrer ou s'il y a des choses additionnelles qu'on devrait faire pour inciter nos travailleurs expérimentés à rester un peu plus longtemps? On n'est pas parfait. Puis notre taux d'emploi chez les 60-64 ans, de même que chez les 65-69 ans, il est anémique. Puis bon, il y a eu le crédit d'impôt que mon collègue des Finances, après que j'en avais fait une demi-priorité, a mis en place au printemps 2020. Il a monté le taux d'emploi chez les travailleurs expérimentés, mais il faut qu'il monte encore. Puis ça, c'est une autre des clientèles pas suffisamment représentées dans le marché de l'emploi. Puis on a des mesures, on a des programmes de subvention pour les entreprises qui intègrent des travailleurs expérimentés. Puis chez toutes les clientèles, d'ailleurs, que j'ai identifiées, il y a des mesures. Il faut, Michel, redire que dans votre sondage, puis dans plusieurs sondages, ce que je réalise, c'est qu'on a un déficit de connaissances. Les gens, les entreprises ne nous connaissent pas assez, Audrey, puis ça me fascine parce qu'avec la grande corvée, j'ai fait le tour des régions, puis j'ai des collègues qui ne savent pas encore ce qu'on fait. Puis des entreprises, il faut frapper à la porte du MTES. On est là, on a des programmes, on est en connexion directe avec Audrey puis la Commission des partenaires, puis Conseil Emploi Montréal. Il y a de quoi qui répond à votre besoin, que ce soit en gestion des ressources humaines, en prévision des besoins de main-d'œuvre, en développement organisationnel. Et on a aussi des liens contractuels avec des organismes en employabilité, ce qu'on appelle les ressources externes. On est capable d'encadrer autant l'entreprise que l'individu. Puis ça, il faut tout le monde ensemble qu'on contribue à bien faire connaître ce qu'on est en mesure de faire pour les entreprises. Audrey, absolument. C'est absolument. Puis une des façons d'utiliser les lieux de concertation, c'est certainement de mobiliser les acteurs pour faire connaître ces outils-là qui sont disponibles. Donc, aujourd'hui, on est à la Chambre, donc on parle de la porte d'entrée qu'offre le MTES aux entreprises. On a parlé de choses concrètes sur comment s'y prendre parce que
la connaissance des programmes, parfois, l'autre enjeu, c'est d'associer qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ces programmes. Donc, il faut aussi continuer de rendre, comment dire, plus accessible la discussion autour des leviers disponibles pour répondre aux enjeux de main-d'œuvre. Parce que les entreprises, certaines plus petites, on le voyait dans le sondage, là, ont peu d'outils de planification de main-d'œuvre, ne sont pas nécessairement bien informés. Donc, avant même de se rendre à un programme, il faut d'abord comprendre notre situation puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'aider là, autour de la main-d'œuvre. Donc, je pense que ça, c'est très important que nos réseaux contribuent à aider les entreprises à comprendre et par la suite à bénéficier des programmes. Et sur la question des travailleurs expérimentés, moi, je pense qu'il y a beaucoup qui a été fait. Et on se l'est dit, là, dès qu'on va sortir de la pandémie, on va reprendre tout ce qui a été fait avant la pandémie avec les enjeux de rareté, vont continuer d'être pertinents. Et je veux vous dire que pour le Montréal Métro, c'était quand même inquiétant de voir le retrait de la population active des 55 ans et plus depuis le début de la pandémie. Et là, on ne sait pas si c'est le vaccin, mais on voit vraiment qu'il y a une reprise. Donc, on peut penser que c'est vraiment associé, parce que ça, c'est un inconnu. Là. Est-ce qu'on en aura perdu plus qu'on voudrait à cause de l'enjeu sanitaire? Là, il faudra rester en veille. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'ils reviennent. Elles reviennent. C'est intéressant. Je pense qu'il y a une meilleure pratique qu'on commence tous à détecter, qui est qu'avant, on parlait qu'il fallait informer les entreprises des programmes gouvernementaux. Et là, on rajoute la couche de l'accompagnement. Nous, on a un centre de service à la Chambre, puis c'est clair maintenant qu'on fait dans de l'information, mais on fait beaucoup dans de l'accompagnement pour que, comme tu le disais, que les entreprises comprennent mieux comment ils peuvent se servir de programmes et d'initiatives gouvernementales. Être informés quand on n'a pas beaucoup de temps, ce n'est pas suffisant. L'accompagnement est important. Monsieur le ministre, je gardais pour la fin la question facile. Ça dépend. Dans le fond, les associations patronales avec lesquelles on travaille là, auraient voulu que je passe la demi-heure sur l'enjeu de l'immigration. On va se garder quelques minutes à la fin. Comme je le disais tantôt, la pénurie là, qui est réelle et qui va se généraliser à tous les secteurs, même ceux qui démarrent plus lentement, là, c'est requalification, essayer de rehausser les compétences, automatiser, augmenter la productivité. On dit on veut ramener les jeunes le plus possible vers de la formation ou vers des emplois. On veut garder nos travailleurs expérimentés quelques années de plus. Et là, il arrive ce grand bloc que tout le monde dit, c'est incontournable, ça va nous prendre plus de gens. Et là, on a un défi qui est nos travailleurs, appelons-le temporaires, les travailleurs de l'extérieur temporaires, et on a l'immigration sur une base plus permanente, certificat de sélection. Comment vous voyez ça dans les prochains mois? Je vais faire un pari, là, Monsieur le ministre, là. La pression qui va être sur vous au sens du gouvernement pour que vous ameniez plus de ressources va être immense, immense, immense. Comment on fait ça? S'assurant qu'on les intègre, qu'on les sélectionne bien et qu'ils peuvent contribuer le plus rapidement possible. Bien, puisque la question est un peu large, je vais revenir à l'immigration, mais je veux juste parler de productivité. Ouais. C'est important de savoir et de redire que nous assumons au MTES 85 % des frais de formation que les entreprises ont à assumer suite à l'acquisition, par exemple, d'une technologie numérique, formation des salariés, suite à une réorganisation du travail qui vise à accroître la productivité. Puis quand j'avais demandé à la CPMT, c'est quoi les compétences essentielles du futur, il ne faut jamais négliger l'importance de la littératie et de la numératie. Ça, là, Michel, il ne faudra jamais ne pas tenir compte de la donnée à l'effet que 53 % des Québécois ne sont pas en mesure de comprendre des textes le moindrement complexes. Et quand on n'est pas en mesure non plus de calculer, comment on peut demander à un employé de maîtriser des technologies numériques? Ça, à mon avis, puis on le dit souvent, c'est le socle des compétences essentielles du futur. L'immigration, oui, je ne ferai pas l'éloge de la pénurie de main-d'œuvre comme certains ont pu le faire, mais il a parlé quand même dans son article de la productivité. L'immigration, moi, je pense que c'est un incontournable. Il y a l'immigration temporaire puis permanente. Dans le temporaire, je vais commencer par le temporaire parce que j'ai eu un entretien avec mes homologues à Ottawa, immigration puis emploi, puis ma collègue aussi à l'immigration. Et sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, on a deux écueils importants. Le seuil de 10 % de travailleurs étrangers temporaires par établissement et
les métiers, professions qui donnent accès à ce qu'on appelle la procédure ou le traitement simplifié. Puis j'ai quasiment, puis je ne peux pas le dire publiquement, là, des ententes de principe pour hausser le seuil de 10 à 20 et de rajouter des métiers professions, donc des métiers professions de catégorie 3 et 4 dans la liste de ce qui donne accès au traitement simplifié. Puis c'est super intéressant, puis je pense qu'on va marquer des points qui vont bénéficier aux entreprises à Montréal, mais partout au Québec. Pour l'immigration temporaire, je pense qu'on va faire des grands pas en avant. Pour l'immigration permanente, bon, ce que j'en sais, là, parce que je ne suis pas détenteur de ce portefeuille-là, mais le programme régulier des travailleurs qualifiés, les délais dont les médias faisaient référence, ce n'est pas ceux. Moi, j'ai posé des questions, puis ce n'est pas le 27 mois, 2 fois et demi ou 3 fois et demi plus que les autres provinces. Le délai, c'était entre l'émission du certificat de sélection du Québec puis l'accession à la résidence permanente, parce qu'il faut savoir que c'est en vertu d'une entente entre le Canada et le Québec a compétence pour sélectionner, mais l'admission ultime, ça relève d'Ottawa. Mais il y a du travail à faire. Puis le programme d'expérience québécoise pour les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants, il y a aussi des avancées que nous devons faire, mais moi, mon ministère, j'ai le prime et l'IPOP. La prime, c'est des subventions salariales pour les employeurs qui embauchent des personnes issues de l'immigration. Et on a un programme pour aider les personnes qui arrivent d'autres pays puis qui sont membres de corporations professionnelles pour les aider à intégrer des emplois transitoires. Le temps qu'ils complètent leurs examens professionnels, on a un programme de prêt que j'ai annoncé à Montréal pour aider les personnes qui arrivent ici puis qui ont des compétences acquises à l'étranger. On est dans l'action là-dedans. Puis ma collègue au MEFI, quand on a fini le forum le 16 octobre dernier, j'ai annoncé au nom de ma collègue un parcours personnalisé pour les personnes immigrantes pour s'assurer qu'il y ait un sain arrimage entre leur profil et les besoins concrets de notre marché. On est un parti qui comprend, on est un gouvernement qui comprend cette réalité-là. Je pense que c'est un incontournable, mais encore faut-il s'assurer que les personnes immigrantes répondent bien aux besoins du marché. Il y a encore, puis je regardais des statistiques là, avec la pandémie, les taux de chômage des personnes immigrantes, là, surtout les personnes qui sont chez nous depuis de 0 à 5 ans, il est encore beaucoup trop élevé. Fait qu'on a du travail à faire. Puis il faut, je sais, baisser probablement l'inventaire qui est à Ottawa, en sélectionner un plus grand nombre pour qu'ils puissent exprimer un intérêt via le système ARIMA. C'est pas simple, hein, l'immigration au Canada. Hein. C'est une compétence partagée. Puis je me souviens, quand j'étudiais en droit, c'était pas évident là, puis il y a un peu d'overlapping, il y a un peu de difficulté de compréhension. Puis j'ai l'impression que même au sein du ministère de l'Immigration, parfois, les interprétations et les applications ne sont pas nécessairement linéaires, mais on est conscient que les personnes immigrantes, c'est une des solutions pour répondre au phénomène de rareté de main-d'œuvre. Puis moi, Michel, c'est mon état d'esprit. Audrey, peut-être d'un point de vue très technique, à travers le CEM, à travers le Conseil des partenaires du marché du travail, j'imagine qu'il y a beaucoup d'informations qu'on pourrait glaner sur les types de besoins. On parlait, M. le ministre, hein, de s'assurer qu'on peut intégrer le plus rapidement possible ces gens-là. Est-ce que tu as l'impression que les bons canaux existent pour que ces informations-là atteignent le gouvernement sur les types de qualifications dont on a besoin au niveau d'immigration? Bien, en fait, c'est un peu le nerf de la guerre, les besoins de main-d'œuvre. Hein. Partout, on regarde, que ce soit à l'OCDE ou au Forum économique mondial. C'est la première recommandation, parce qu'on n'est pas les seuls à vivre un enjeu là, sur les talents et les besoins de main-d'œuvre, c'est d'avoir la meilleure information possible qui va mixer la vision économétrique avec le terrain. Cet arrimage-là, on s'est beaucoup amélioré dans les dernières années, mais il n'est pas parfait. Même pour le Montréal Métro, on peut aller plus loin. Mais comme disait le ministre, on a mis beaucoup l'emphase sur rétrécir le taux de chômage des 0,5 ans dans les dernières années. Parce que dans le Montréal métropolitain, c'était un vrai enjeu. Là. Et donc, ça, vous le savez qu'on doit travailler un peu comme les panélistes l'ont dit, là, à la diversité dans les milieux de travail, parce qu'on peut faire venir des gens, là, mais il faut savoir bien les accueillir. Puis, ce n'est pas un acquis
acquis encore dans nos milieux de travail. Donc, ça demande beaucoup d'efforts pour les entreprises d'aller vers une clientèle immigrante. C'est pas facile. Donc, moi, je pense que oui, on peut continuer d'améliorer notre approche stratégique dans la planification de main-d'œuvre, puis coller aux besoins du terrain. Mais il faut aussi que les milieux de travail continuent de bénéficier des différents programmes pour améliorer l'accueil, puis qu'on fasse la preuve qu'on peut les maintenir en emploi. Merci. Écoutez, moi, j'aurais continué pendant encore une bonne demi-heure, mais je vous remercie beaucoup de cet échange. Je le dis, Monsieur le ministre, j'ai l'impression qu'on va connaître une bonne année ou une bonne période devant nous. Si je regarde l'état d'esprit dans lequel se situe le milieu des affaires, je pense que les gens voient, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a une demande qui s'en vient, qui est très forte pour toutes sortes de biens, pour toutes sortes de services. Il y a des grands projets, des projets d'infrastructure. Il y a de l'argent. Les banques sont capables de financer des projets. Les capitaux, les marchés des capitaux sont forts. Et la seule question qu'on me pose, Monsieur le ministre, c'est est-ce que je vais avoir les gens dont je vais avoir besoin? Alors, je vous le dis, on va sûrement se reparler de ça. La main-d'œuvre risque d'être la clé de tout ce boom, de toute cette expansion économique qui s'en vient. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci, Michel. Merci, Audrey. Et merci à tout le ministre. monde. Hein. Puis bravo pour Relançons Montréal, Michel. C'est merveilleux. Hein? Merci. Merci.